Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'Entretien d'Ivoire TV. Et celui qui nous reçoit aujourd'hui, c'est le ministre Amani N'Guessan Michel, ancien ministre de l'Éducation du temps du président Laurent Gbagbo. Alors avec lui, nous parlons de l'évolution de la situation sociopolitique dans le pays en ce moment. Et nous allons nous appesantir essentiellement sur l'aspect sécuritaire des choses. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous appréciez l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 5 mois après la chute de votre régime, du régime duquel vous étiez l'un des principaux membres? Je voudrais vous remercier. C'est une grande occasion que vous me donnez pour parler de la situation politique dans mon pays. J'ai été membre du gouvernement, vous le précisiez tantôt, ministre de l'Éducation nationale, mais aussi ministre de la Défense. Aujourd'hui, donc, vous me demandez mon appréciation de la situation politique nationale. Eh bien, c'est une grande appréciation. Je me demande bien si on aura suffisamment de temps pour en parler, mais je voudrais résumer en tout cas mon point de vue. Le changement de régime en Côte d'Ivoire ne s'est pas opéré de façon, disons, normale. Naturellement. Et par conséquent, ça pose des problèmes à gérer. Il y a eu le coup d'État du 19 septembre 2002. Ou la tentative de coup d'État. Échoué. Et puis ensuite, cette tentative s'est muée en rébellion. Et cette rébellion a été entretenue pendant près de 8 ans. Et c'est à la suite de tout cela que le 11 avril 2011, le président Gbagbo et le régime FPI ont été renversés. Mais avant ce renversement du 11 avril, nous étions dans un processus de règlement de la crise ivoirienne à partir d'accords internationaux. Et le dernier en date, c'est celui du 4 mars 2007, c'est l'accord politique de Ouagadougou. Ok, le dernier grand accord signé. Le dernier grand accord. Nous considérons que ces accords-là sont des consensus minimum autour desquels la réconciliation nationale, le règlement de la crise était en train de s'opérer. L'accord politique de Ouagadougou donc a été le dernier et nous étions en train de l'exécuter. En tant que ministre de la Défense, je suis bien placé pour vous dire que toutes les solutions techniques proposées par cet accord n'ont pas été menées à bien. Nous n'avons pas pu créer les conditions sécuritaires sur l'ensemble du territoire national pour que les élections se passent normalement. Le désarmement n'a pas eu lieu. Les brigades mixtes de police et les brigades mixtes de gendarmerie n'ont pas été installées partout sur l'ensemble du territoire national pour sécuriser les élections. Nous n'avions pas d'armes conventionnelles pour permettre aux quelques policiers et gendarmes sur le territoire national d'assurer l'ordre public. J'ai dû moi-même envoyer une mission aux États-Unis et c'est regrettable. Alors que nous étions en pourparlers avec le Conseil de sécurité, mais mes mandatés qui sont partis, il y a l'un d'entre eux qui est aujourd'hui encore maintenu dans les détentions, de la prison aux États-Unis. Donc, pour me résumer sur cet aspect des choses, nous étions en train d'appliquer l'accord politique de Ouaga qui nous garantissait une sortie heureuse de la crise. Cet accord n'a pu être appliqué effectivement quand la crise est survenue en allant de façon grandissante. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu le changement de régime. Évidemment qu'aujourd'hui, il est question de rechercher un compromis politique permettant à tous les acteurs politiques de ce pays de s'entendre sur le minimum. Alors, question. Est-ce que la victoire de M. Ouattara du 11 avril 2011, telle que ça s'est passé, cela signifie qu'il faut que le gouvernement actuel et M. Ouattara agissent sans référence aux accords antérieurs?
C'est justement à ce point qu'on en arrive à la seconde question. Là, aujourd'hui, vous êtes l'un des barons de l'ancien régime, oui. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de justice des vainqueurs. C'est du moins ce que beaucoup dénoncent. Est-ce que c'est le même sentiment que vous partagez de façon personnelle? Absolument, absolument. Je voudrais quand même me permettre de répondre à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités peuvent agir comme s'il y a eu une situation normale, sans se référer à des accords antérieurs qui constituent pour nous autres un minimum d'accord national, un minimum de consensus national qui garantit le respect de toute décision par tous. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est une évolution unilatérale d'un gouvernement qui est mis en place et par conséquent, nous pensons que c'est la mise en scène de la volonté des vainqueurs. Il y a une justice des vainqueurs qui est mise en place et qui est en train de dérouler toute sa stratégie. Il n'y a de justice que pour les militants LMP et pour le Front populaire ivoirien, et qui tous les jours sont inculpés et incarcérés. Continue de faire des vagues. Absolument. Et nous trouvons que ce n'est pas juste, cette justice des vainqueurs. Deuxièmement, il y a même une armée des vainqueurs. L'accord politique de Ouaga prévoit dans ses dispositions comment il fallait créer la nouvelle armée. Aujourd'hui, point d'accord politique, et quand de temps en temps ça les arrange de se référer au moins à un texte pour agir, ils parlent de l'accord politique de Ouaga. Mais je suis bien placé pour vous dire que nous ne sommes plus dans l'accord politique de Ouaga. Il y a donc la mise en place progressive d'une armée des vainqueurs, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir les nominations, il n'y a qu'à voir les chefs d'unité, il n'y a qu'à voir comment la sécurité intérieure est assurée aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment toute l'armée est désorganisée. Eh bien, c'est un problème de fond. La sécurité nationale aujourd'hui est une préoccupation au niveau du Front populaire ivoirien. Et au sein du directoire actuel, je suis la personne désignée pour m'occuper de la réflexion sur cet aspect des choses. Et comme nous n'avons certainement pas dans le cadre de cette émission suffisamment de temps, et je souhaiterais que vous puissiez revenir pour qu'on parle essentiellement des questions militaires. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans armée consensuelle. Et parlons justement du volet sécuritaire. Est-ce que vous vous sentez menacé? Je me sens menacé comme tous les Ivoiriens. Comme tous les Ivoiriens. Comme tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a qui sont prises pour assurer votre sécurité en tant qu'ancien. Vous êtes venu, vous avez frappé à la porte et vous êtes rentré chez moi. Je suis ici sans une garde spéciale. On ne me l'a pas donné, mais je ne peux pas être demandeur non plus. Enfin, je veux dire menacé en tant que membre de l'ancien régime. Je sors de la pergola, ouais, où j'ai été interné, mis en résidence surveillée pendant 2 mois. J'ai dû quitter ce domicile pendant près de 2 mois aussi, où j'ai erré dans Abidjan, me cachant de maison en maison. Donc, c'est tout naturellement que, depuis le changement de régime, je me sens menacé dans ma sécurité. Et ce sentiment persiste en vous jusqu'à présent? Mais le sentiment persiste en moi dans la mesure où nous n'avons pas un dialogue ouvert entre les autorités et nous. Je vous rappelle qu'à la suite de l'incarcération de la direction du Front populaire ivoirien, aujourd'hui, je suis dans le directoire du FPI. Nous avons écrit aux autorités gouvernementales, au président de la République de Côte d'Ivoire, pour échanger et discuter des questions actuelles. Le président, je ne sais pas si c'est un refus, mais en tout cas, il tarde à nous recevoir. Ça fait près de 3 mois que les lettres sont parties. Jusqu'à présent, pas de rencontre directe entre le FPI et le président Ouattara. Pas de rencontre entre le FPI et le président Ouattara, alors que nous avons des sujets d'échange avec lui en tant que chef d'État. C'est ce qui justifie votre démarche vers le président Bédié? Absolument. Nous cherchons les voies et moyens pour accéder au président de la République
pour discuter des problèmes de la République. Parce que la démocratie ne peut pas souffrir longtemps du manque de discussion. La démocratie suppose qu'il y ait une discussion permanente entre les tenants du pouvoir et ceux qui sont gouvernés. Parce que ceux qui sont gouvernés aussi ont quelque chose à dire. Enfin, bien que là, nous sommes dans un chemin entre les vainqueurs et les vaincus d'une guerre. Oui, voilà, bon, c'est un peu comme ça aussi. effectivement, c'est cette conception des choses qui trahit la démarche des gouvernants aujourd'hui. Une fois que le 11 avril, M. Gbagbo a été renversé, que M. Ouattara est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, il est président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire et il gouverne tous les Ivoiriens. Il n'y a pas à faire une distinction entre vainqueurs et vaincus. À vouloir donc faire cette distinction, il y a un comportement qui frustre, qui humilie, et il y a un comportement de vaincu qui fait que ceux-là sont constamment sur la défensive et ils sont capables de poser des actes antidémocratiques, anti-républicains. Ce n'est pas normal, c'est dangereux ce jeu-là. Il ne faut pas avoir un esprit de vainqueur ni de vaincu. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que M. Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et par conséquent, nous attendons que notre président nous reçoive pour que nous puissions discuter des problèmes, surtout que lui-même, il a tendu la main pour dire que chacun a sa place dans la recherche de la réconciliation nationale. Eh bien, nous, FPI, nous voulons effectivement jouer notre partition pleinement, mais on ne peut pas être seul et dire qu'on a engagé une réconciliation. On ne peut pas se réconcilier avec soi-même. On se réconcilie avec l'autre qui est différent de soi. Alors, pour vous, donc, monsieur le ministre, la démarche de réconciliation est déjà faussée. Absolument. Donc, on ne peut pas croire à une réconciliation imminente des Ivoiriens. Non. En tout cas, au Front populaire ivoirien, ce n'est pas comme ça que nous concevons la réconciliation. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a eu une contradiction principale dans ce pays. Et c'est les politiques qui se sont opposés. Et on veut réconcilier des gens finalement, les armes. Après les politiques, les armes. C'est les politiques qui mettent en mouvement les armes. Oui. Donc, moi, un militaire, c'est un exécutant. Les rebelles en armes ont été mis sur orbite par quelqu'un. Les FDS ont reçu des instructions. Les militaires, par eux-mêmes, ne sont pas en conflit, ne sont pas des décideurs. Je vous répète qu'il y a un conflit au niveau des politiques. S'il y a réconciliation, donc, comme l'accord politique de Ouagadougou a prévu le CPC, le cadre permanent de concertation, il faudrait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y ait au plus haut niveau politique un cadre permanent de concertation. Cela suppose que M. Gbagbo doit sortir et qu'avec M. Bédié et M. Ouattara, ils se retrouvent pour discuter de la paix en Côte d'Ivoire. Toute autre démarche m'apparaît fausse. Ok, alors, dernière question, monsieur le ministre, on va parler de l'éducation nationale. Vous avez été, on le disait tantôt, ministre de l'éducation durant près de 5 ans au moins, dans le gouvernement Gbagbo. Alors aujourd'hui, le gouvernement Ouattara a fermé l'université nationale et surtout, on parle du bannissement d'activités syndicales en milieu universitaire et scolaire. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, j'ai été ministre de l'Éducation nationale pendant 7 ans et demi. L'école ivoirienne a des problèmes. Je crois que ce n'est pas dans ses pratiques, mais c'est l'institution elle-même par rapport à la société et à l'économie nationale. Vous savez, j'ai toujours dit quand j'étais ministre de l'Éducation nationale que l'école est à côté de la société ivoirienne. Tant que nous ne réglons pas ce problème de l'école extravertie, au lieu d'être une école introvertie, où l'on va pour servir l'économie nationale, eh bien, on a beau fermer les universités, on a beau interdire les syndicats,
ça ne sera pas ça le problème. Mais est-ce que le problème de la FESI ne constitue pas une sorte de gangrène? Mais la FESI, l'école ivoirienne. La FESI n'est pas tombée du ciel. La FESI, je vous dis, comme tout homme normal, devant des problèmes posés, un homme normal réagit. Mais qui était finalement devenu une sorte de Mais hydre. ce n'est pas l'hydre, ce n'est pas la réaction. Il faut voir alors quels sont les problèmes qui engendrent la réaction. C'est de ça qu'il faut parler. Les Ivoiriens parlent souvent de la réaction. C'est comme aujourd'hui on parle de la crise post-électorale. Mais enfin, on veut juger les faits sans juger les causes. Mais c'est les causes. Dès que vous faites disparaître les causes, le fait disparaît. Si tant est que le fait est négatif. Mais il ne faut pas dire que je vais m'atteler à couper la tête de l'hydre et puis ça va finir. Mais non. Il ne faut pas dire je vais couper les feuilles de l'arbre et puis l'arbre là va mourir. Non, il faut couper les racines. Donc aujourd'hui, le problème de la FESI, ce n'est pas le non-FESI qui est grave. Ce n'est pas l'organisation qui est dangereuse. C'est les problèmes qui ont engendré la FESI qu'il faut voir. Quels sont ces problèmes? C'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut agir. Quels sont les problèmes en Côte d'Ivoire qui ont engendré la FESI? La Côte d'Ivoire existait. Les étudiants, vous dites, certains disent qu'ils sont manipulés par l'opposition. Mais vous pensez que où je suis assis, vous êtes venu me trouver dans ce cadre, on peut me manipuler facilement? Je ne pense pas. Oui, peut-être pas. À un moment donné, lorsque le problème de l'emploi s'est posé en Côte d'Ivoire, vous avez beau étudier, vous êtes maîtrisard, vous avez un 2A, 3e cycle, vous n'avez pas d'emploi. On détruit la Sorbonne, ce n'est pas la solution. Je veux bien voir dans quelques années ces gens qui sont sans emploi, qui allaient au moins se gosier, trouver une satisfaction dans un délire collectif qui apaisait au moins la situation, faire disparaître... Une sorte d'opium populaire, peut-être. Ce n'est même pas l'opium. Hein? Mais les gens se délectaient, à défaut de travail, à exercer au moins leur ménage. Ils ont appris beaucoup de choses. Et c'est peut-être un cadre d'exploitation par l'ancien régime aussi. Non, ce n'est pas un cadre d'exploitation. Je vous dis, Même la Sorbonne renaîtra. Si ce n'est pas au plateau, ça sera ailleurs. Je vous le promets. Parce que c'est le futur projet du FPI. Ce n'est pas que quelqu'un fait renaître la Sorbonne, mais la Sorbonne, c'est un besoin de l'homme qui se cherche. Écoutez, moi, je n'ai pas d'emploi, je me lève le matin, j'ai beaucoup de connaissances, je peux avoir accès à Internet, je sais beaucoup de choses, mais je cherche un cadre pour parler aux gens. Ce n'est pas M. Gbagbo ou bien M. Ouattara ou M. Bédier qui me pousse à... Donc dans mon oisiveté, je vais... c'est ça, c'est-à-dire, je vous dis, un spectacle dans ce pays-là, on ne veut pas régler les problèmes, on parle des problèmes. Régler un problème, c'est chercher la cause, l'origine, et agir sur cette origine. C'est ça. Les jeunes gens qui sont dans ce pays, moi j'en ai beaucoup chez moi ici, chaque jour que Dieu fait, je me demande bien, ils vont faire quoi? Quand ils vont à l'école, c'est pour faire quoi? Eh bien, notre économie est inadaptée. Nous sommes dans une économie pré-industrielle, une économie de subsistance, n'est-ce pas? Et on forme des gens pour une économie industrialisée. Voilà le hiatus. Aujourd'hui, voilà un pays dont l'économie repose sur l'agriculture et où on va à l'école pour ne pas aller au champ. Quelle contradiction, quel paradoxe. Mais il faut régler ça d'abord. Ce que vous auriez peut-être pu faire en 10 ans. Mais en 10 ans, mais écoutez, on a eu seulement 2 ans de liberté de gestion quand on nous a attaqués. Et dans les autres années, il y avait le feu à Abidjan. Mais on a eu combien d'années? Nous sommes arrivés en 2000. En 2001, il y a eu le premier coup d'État. En 2001. Oui, en janvier 2001, la première le 8 janvier 2001, d'État. la première tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, notre préoccupation était de voir comment on pouvait éviter le danger de l'attaque. On savait qu'il y avait déjà des soldats qui étaient à Ouagadougou, à Pau précisément, en préparation pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais à partir de ce moment-là,
Je ne connais pas un seul responsable d'État qui, sachant que la sécurité de l'État est menacée, et qui va là pour dire, bon, jeunes gens, on va préparer pour aller à la terre, on va... Mais le temps même de finir de faire ton discours, on t'a renversé. Donc, nous avons passé le clair de notre temps à gérer la crise. C'est ce que les Ivoiriens ne veulent pas comprendre. Et aujourd'hui, quand je vois les tenants du pouvoir actuel me parler de oui, vous voulez nous bloquer dans nos actions, vous voulez... Mais ils ont passé leur temps à nous empêcher de travailler pendant 10 ans. Et aujourd'hui, ils veulent qu'on fasse un bilan. Mais faisons le bilan plutôt de la gestion de la crise. On ne fait pas le bilan de la gestion normale d'un État. Faisons le bilan de la gestion de la crise. Quand nous étions là, nous avons recherché le consensus de façon permanente. Comment nous allons faire pour discuter avec M. Bédié, M. Ouattara et avec M. Gbagbo pour qu'ensemble il y ait un minimum de consensus pour que le pays avance. Eux, ils ne veulent pas de la discussion. Voilà la différence entre nous. Justement. Alors, monsieur le ministre, notre entretien tire à sa fin. Oui. Peut-être un dernier mot. Oui, je voudrais vous remercier parce que nous voulons parler. Nous voulons parler avec des responsables. Et on nous refuse cet échange. On nous refuse la discussion pour servir notre pays. Je suis donc quelque peu énervé de savoir que la démocratie se nourrissant, n'est-ce pas, de dialogue, souvent même dans la contradiction, les autorités actuelles refusent le dialogue. Je suis choqué. Okay. Merci bien, monsieur le ministre. Voilà, l'entretien d'Ivoire TV s'est terminé. On se retrouve plus tard et merci de nous avoir suivis.